Il y a de cela quelques jours, des propos racistes, discriminants et méprisants de deux scientifiques à la télévision dans lesquels ils expliquaient qu'ils allaient venir se servir des Africains comme des cobayes pour des vaccins contre le Covid-19 ont provoqué un énorme tollé. Ce qui est surprenant, c'est qu'on dirait qu'il y a une forme d'hypocrisie quand même dans cette affaire. Parce que ce n'est bien évidemment pas nouveau. Des vaccins qui sont testés en Afrique au détriment de toute règle, en mettant en danger la vie des Africains, c'est quelque chose qui est plutôt récurrent. Et ce que je me propose de faire dans cette vidéo, c'est de t'expliquer en réalité ce qui se cache derrière les essais cliniques. Pourquoi est-ce que aujourd'hui les laboratoires veulent venir faire leurs essais cliniques en Afrique? Est-ce que c'est simplement à cause du racisme ou alors il y a d'autres raisons beaucoup plus profondes? Je pense que cette vidéo va clairement en choquer plus d'un parce que je vais te révéler ici des choses que tu n'as peut-être jamais entendues ou alors que tu avais peut-être oubliées et qui vont prendre tout leur sens aujourd'hui. Tu comprendras donc réellement quels sont les enjeux derrière ces campagnes de vaccination-là, mais aussi surtout qui sont les véritables responsables et où est-ce qu'on pourrait agir si on veut avoir un quelconque impact. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo et ici, je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels les Noirs doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc, si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour être informé de l'apparition de toutes nos nombreuses vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du bon contenu. Investir au pays est la première chaîne business dédiée au continent africain. Et puis la deuxième chose que je t'invite à faire, c'est aller dans la barre de description pour recevoir gratuitement le petit cadeau que je t'offre en bienvenue, qui est un petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit très rapidement en réalité, 30 minutes, mais qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais m'attaquer à un sujet assez costaud. Donc je vais te demander d'être réellement très attentif pour bien comprendre tous les enjeux que je vais t'exposer maintenant. Alors il faut savoir déjà d'entrée de jeu que pour pouvoir mettre un médicament sur le marché, les laboratoires pharmaceutiques doivent prendre entre 10 à 15 ans et dépenser parfois plus d'1 milliard d'euros afin de valider tout ce qu'il y a à valider pour que ce médicament-là soit enfin opérationnel. Et l'une des raisons pour lesquelles ça coûte aussi cher, ce sont les essais cliniques. Les essais cliniques, ce sont ces étapes pendant lesquelles on teste le médicament en question sur des êtres humains. Et ça, bien évidemment, ça coûte pas mal d'argent. Du moins, comme tu vas le voir dans cette vidéo, les prix ne sont pas les mêmes en fonction de là où ces essais cliniques-là sont faits. Commençons par l'Europe. Prenons l'Europe comme standard et tu vas comprendre très facilement pourquoi. Comment sont faits ces tests en Europe et ensuite on verra comment est-ce que ça se passe, quelle est la réalité sur le continent africain et là tu verras clairement le fossé. Alors pour pouvoir valider un essai clinique, il faut que certains préalables soient acquis. Le premier, c'est obtenir le feu vert de l'Agence nationale de sécurité du médicament du pays concerné. Le deuxième, c'est faire suivre les tests par un comité d'éthique. La troisième, c'est faire signer au patient un consentement libre et éclairé, c'est-à-dire qu'on lui explique très clairement les tenants et les aboutissants du test, les risques qu'il est en train de prendre et bien évidemment en contrepartie la rémunération ou les avantages dont il dispose. La France par exemple rajoute une quatrième règle, c'est de valider au travers d'un fichier national que la personne qui veut venir faire les essais est habilitée à le faire. Et pour ça on vérifie deux choses. La première c'est qu'il n'est pas en train de faire deux tests en même temps et puis la deuxième qu'il n'a pas dépassé le maximum des sommes qu'il doit gagner en une année. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut faire des tests, par exemple, doit pouvoir toucher maximum 4 500 €, donc l'équivalent de 3 millions de francs CFA. Au-dessus de cette somme-là, il ne lui est plus permis de faire des tests. Pour une raison toute simple, c'est que la France ne veut pas que faire des tests devienne un métier. On doit pouvoir faire des tests parce qu'on veut faire avancer la science ou parce qu'on a peut-être un petit truc que l'on veut compléter à la fin du mois, mais ça ne doit certainement pas devenir un métier. Point très important. Le cinquième élément, c'est que la personne qui est venue pour faire les essais est soumise à une batterie de tests physiques et psychologiques pour s'assurer qu'il peut réellement bien faire ces tests en minimisant les risques de manière optimale. Alors de manière pratique, comment ça se passe? La personne vient, quand ça se passe par exemple dans un centre hospitalier et il est hospitalisé dans ce centre-là. H24, il est surveillé. Il y a des caméras qui sont là, il y a du personnel hospitalier qui se relaie dans sa chambre tout le temps pour s'assurer qu'il ne court aucun danger. Et s'il y a un quelconque petit pépin, qu'il y ait des équipes tout de suite qui sont prêtes à intervenir. Autre élément très important, il y a une assurance
qui dit très clairement que s'il lui arrive un pépin, voilà à hauteur de combien lui ou sa famille derrière va être indemnisé. Et puis bien évidemment, la personne reçoit une rémunération qui peut aller jusqu'à 4 500 € pour un seul test. Quand tu additionnes donc tous ces coûts-là, tu te rends compte qu'en réalité, faire un test en Europe coûte pas mal d'argent. On parle ici de plusieurs millions d'euros, parfois même des centaines de millions d'euros. Parce que si tu considères tout ce que je t'ai listé là, assurance, médecin, personnel soignant, tests et tout le matériel plus l'hospitalisation pendant plusieurs jours, sans compter la rémunération que l'on donne à la personne, pour un seul patient, on peut se retrouver parfois à 10 000 € qui sont dépensés pour faire un test. Mais pour que le test soit valide, il faut qu'on le fasse sur des milliers de personnes. Donc tout de suite, l'ardoise monte très rapidement. On se retrouve à plusieurs centaines de millions d'euros qui sont dépensés rien que pour tester un médicament. C'est une affaire très sérieuse. À tel point que quand ça se passe mal, le laboratoire qui est derrière en cause peut clairement avoir des préjudices énormes. Prenons le cas par exemple en 2006 en Angleterre qui est survenu. C'était des individus qui étaient allés faire un test pour la leucémie et la sclérose en plaques. Il était question pour eux de pouvoir tester un nouveau médicament contre ces deux maladies-là. Ces 6 individus-là, quelques heures seulement après que les tests aient commencé, se sont retrouvés dans un état très critique. La presse décrit d'ailleurs des personnes qui étaient devenues méconnaissables, avec des visages qui étaient complètement enflés et tout ce que tu veux d'autre. Ils sont restés hospitalisés pendant 10 jours. Au terme des 10 jours, ils sont rentrés chez eux et il se trouve que quelques mois après, l'un d'entre eux, un seul d'entre eux, a eu des symptômes d'un cancer de lymphe. Et qu'est-ce que ça a entraîné? Eh bien, quelques temps après, le laboratoire qui avait ordonné ces études-là s'est retrouvé en faillite. Faillite totale. C'est-à-dire que dans ces pays-là, les règles sont très strictes et s'il y a un petit dérapage, l'organisme qui est derrière court de très très gros risques. Alors qu'est-ce que les laboratoires ont décidé de faire? Eh bien, ce que naturellement tout bon businessman décide de faire. Pourquoi est-ce que les entreprises ferment en Europe pour aller en Chine? C'est pour pouvoir faire des profits. Et bien les laboratoires pharmaceutiques ont dit, on va faire la même chose. On va délocaliser nos tests. Donc du coup, de nos jours, les tests sont de moins en moins faits en France parce que ça coûte cher et les conséquences derrière peuvent être très lourdes pour les grands laboratoires. Et donc aujourd'hui, l'endroit où on fait le plus de tests en Europe, c'est la Pologne. Et dans les dernières années, le nombre de traitements et d'essais cliniques en Pologne a été multiplié quasiment par 10. C'est te dire combien les grandes firmes se sont ruées sur ce pays-là. Pourquoi? Aussi parce que clairement, dans ce pays-là, il y a aujourd'hui des conditions qui sont favorables, attractives pour ces grands laboratoires-là. Prenons un cas de figure très simple qui va te rappeler ce qu'on est en train de vivre maintenant. En 2006, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait une épidémie de la grippe aviaire, le H5N1. Et à l'époque, c'était une course contre la montre parce que tous les États voulaient se prévenir d'une éventuelle pandémie. Et donc, beaucoup d'États ont décidé de passer des commandes au laboratoire si ceux-ci trouvaient un vaccin. Et donc, c'est devenu donc une sorte de compétition et une course à la montre entre tous les laboratoires pour pouvoir trouver le plus rapidement possible le vaccin. La France, par exemple, avait mis sur la table de l'argent pour acheter 40 millions de vaccins. 40 millions de vaccins. Quand tu prends cet échantillon-là et que tu te dis qu'on achète un vaccin entre 15 et 20 euros, on se retrouve donc quasiment à 800 millions d'euros rien que par la France. Ça veut dire que le laboratoire qui allait trouver le premier ce vaccin-là allait pouvoir le vendre à la France, à l'Angleterre, à l'Italie, je sais pas trop à qui d'autre tu veux. Et donc, il y avait vraiment un gros enjeu. Donc, les mecs, effectivement, ils peuvent mettre 1 milliard pour pouvoir trouver un médicament, mais derrière, quand ils le revendent, waouh, les bénéfices sont juste exponentiels, quoi. Parce que généralement, leurs clients, ce sont les États. Eh bien, Novartis, 3e mondial dans cette industrie-là, bien évidemment, se lance donc dans la course contre la montre pour pouvoir remporter cet appel d'offres-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, Novartis va où? En Pologne. Et en Pologne, il décide de pouvoir travailler là-bas avec qui? Tiens-toi bien tranquille, des SDF, des sans domicile fixe. Les voilà donc que l'on prend et que l'on commence à donner des médicaments. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'en Pologne, on a respecté les règles de base? Est-ce que l'agence nationale de sécurité du médicament a été informée? Non, pas du tout. Les médecins polonais ont travaillé en catimini. Ils ont fait signer des papiers effectivement aux personnes, mais c'était des SDF. Certains d'entre elles ne savaient même pas lire. Ils ne comprenaient même pas du tout de quoi il était question. Ces SDF-là, bien évidemment, se sont retrouvés à recevoir par prise 2,50 €. Et tu sais ce qu'on leur a dit? On leur a dit qu'on est en train de leur donner un médicament pour les prévenir de la grippe. De la grippe. Alors qu'on était en train d'essayer sur eux des médicaments
contre la grippe aviaire. C'est différent, grippe et grippe aviaire, tu vois. Et clairement, les SDF ont dit quelques années après que s'ils avaient su que c'était contre la grippe aviaire, ils n'auraient jamais accepté d'aller faire ce genre de boulot. Mais quand tu es SDF et qu'on te donne 2,50 € par injection, eh bien, il n'y a aucun problème. On n'a qu'à t'injecter comme on veut. Malheureusement pour eux, quelques années après, plusieurs d'entre eux sont morts, d'autres ont des cancers et très peu ont survécu. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à Novartis? Est-ce que tu penses qu'ils ont fermé? Bien sûr que non. On n'est pas en Angleterre. On n'est pas en France, on est en Pologne. Et donc, du coup, comme on est en Pologne, eh ben, il y a eu un très long procès et Novartis s'en est très bien tiré. Et d'ailleurs, le vaccin a été validé et donc, ils ont gagné les commandes pour lesquels ils s'étaient lancés. Mais il se trouve quand même que c'est en Pologne et ça reste l'Europe. Il y a des médias français, anglais qui vont là-bas faire des investigations, ainsi de suite. Et c'est quand même embêtant. Donc, du coup, ils ont décidé d'aller sur un autre continent pour pouvoir travailler beaucoup plus tranquillement. J'ai nommé l'Afrique. Oui, parce que l'Afrique a malheureusement connu le plus grand scandale jamais ayant existé dans le domaine des essais cliniques. Et il s'est tenu au Nigeria dans les années 2000. En fait, en 1996, il se déclenche une épidémie de méningite au Nigeria. Et donc, le laboratoire Pfizer décide de pouvoir faire des tests. Mais ils font des tests sur des enfants sans le consentement de leurs parents. Que dis-je? En cachette. Ils vont prendre des petits enfants et tester sur eux les produits, les vaccins et autres produits du genre pour pouvoir, bien évidemment, apporter une solution à l'État nigérian. Un peu comme ce que l'on est en train de vivre maintenant, non? Les laboratoires qui viennent en urgence vont tester des vaccins avec pour but d'apporter le remède miracle qui va bien évidemment permettre de guérir la maladie. Qu'est-ce qui va se passer? Les conséquences sont très graves. 5 enfants meurent. 200 autres se retrouvent handicapés à vie. C'est pas un jeu, les amis. Ce n'est pas un jeu. Est-ce que les règles dont on a parlé au début ont été respectées? Est-ce que l'agence nationale a été prévenue? Est-ce que les enfants peuvent signer une quelconque autorisation? Bref, rien n'a été respecté du tout. C'est l'Afrique, n'est-ce pas? On peut s'en servir comme des rats de laboratoire. Et bien évidemment, ceci se fait avec la complicité des médecins nigérians qui ont accepté de pouvoir mettre ces produits-là dans des enfants de leur pays, de leur ville. Un procès est déclenché qui va durer 13 ans. Tiens-toi bien tranquille, 13 ans. Au terme des 13 ans, un accord est trouvé entre le gouvernement nigérian et Pfizer. 56 millions d'euros vont être donnés pour pouvoir dédommager ces familles-là. 56 millions dans lesquels les familles des victimes doivent avoir 35 millions. Aux dernières nouvelles, il n'y avait que 4 familles sur les plus de 200 qui avaient reçu leur indemnité. Pfizer a donné l'argent à l'État nigérian et au final, 4 familles seulement se retrouvaient indemnisées. Qui sont les coupables? Qui joue quel rôle? Je ne serais sorti de cette vidéo sans te prendre un autre exemple qui s'est déroulé au Cameroun. Là aussi, exemple super frappant. Il se trouve que dans les années 2000, une ONG financée par la famille Bill Gates, c'est-à-dire Bill Gates et son épouse, mais aussi les États-Unis, les deux ensemble mettent 12 millions d'euros sur la table qui se repartissent pour 6,5 millions pour les Bill Gates et 5,5 millions pour l'État américain, décide de venir en Afrique pour faire une étude pour trouver un produit, un vaccin contre le sida. Il cible 3 pays, Nigeria, Ghana, Cameroun. La ville de Douala au Cameroun présente un intérêt assez particulier. C'est que d'après leurs recherches, c'est une ville dans laquelle il y a plusieurs formes de VIH. Et donc, si on parvient dans cette ville-là à tester un produit et qu'il s'avère efficace, eh bien, bingo! On aura trouvé un produit que l'on pourra commercialiser facilement à tout le monde entier. Donc, c'est un but clairement pécunier. Le but ici, c'est de pouvoir trouver, puisque là, on n'est pas dans une épidémie ou quoi que ce soit de sida. On veut juste trouver un vaccin que l'on va pouvoir revendre pour se faire de l'argent. Voilà parfois à quoi servent des ONG. D'ailleurs, je te donnerai plus de détails sur ce cas dans la vidéo qui va paraître demain, dans laquelle je te parlerai des ONG qui sont clairement des agents complètement nuisibles pour beaucoup d'entre elles sur le continent africain. Il décide donc de tester le Viréad avec pour but de savoir s'il peut se comporter comme la pilule contraceptive pour les grossesses. C'est-à-dire, est-ce que si on prend le Viréad et qu'on a des rapports sexuels derrière, on peut ne pas du tout avoir la maladie. On sélectionne donc dans le cadre de ce projet-là 400 filles au Cameroun au travers des 10 provinces, recrutement national. On se croirait dans un concours de Miss ou de beauté. À la base, on est supposé recruter des prostituées. Dans les faits, on n'a pas recruté que des prostituées, on recrute même des jeunes filles, parfois même pour certaines d'entre elles vierges, en leur proposant bien évidemment de venir faire ces tests-là. Mais qu'est-ce qu'il leur est proposé en contrepartie?
il leur est proposé le fait qu'elles auraient droit gratuitement à des bilans de santé, à des rendez-vous avec des gynécologues, chose qui coûte assez cher au Cameroun pour les personnes lambda. Ça coûte à peu près 30 à 40 000 francs, donc à peu près 50 € la consultation chez un gynécologue. Donc c'est finalement pas du tout cet argent-là. Et pour elles, c'est une opportunité d'aller enfin voir un gynécologue et elles se disent pourquoi pas de toutes les façons. Donc elles acceptent par principe et elles signent bien évidemment le fameux document de consentement. Ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'elles viennent de signer pour beaucoup d'entre elles leur arrêt de mort. Parce que dans ce document-là, il est précisé et on ne leur a jamais expliqué qu'elles devaient, si elles tombaient malades demain, se prendre en charge elles-mêmes. Et devine ce qui va se passer, plusieurs d'entre elles vont contracter le sida. Elles contractent le sida, l'ONG se retire, elle dit qu'elle n'est plus du tout dedans. L'État camerounais se retire, il dit qu'il n'est pas du tout dedans. Et voilà les filles qui se retrouvent seules face à leur destin. Elles doivent, avec la maladie, se retrouver à aller maintenant payer avec leur propre poche des traitements, des antirétroviraux. Tu vois un peu comment est-ce que le truc est vicieux, comment est-ce que le truc est méchant, alors qu'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, il y a des assurances qui font que si ça se passe mal, la personne est prise en charge derrière. Eh bien non, quand on arrive en Afrique, comme il n'y a aucune règle qui est respectée, comme les personnes sur place n'accordent pas grande importance à la vie de leurs propres concitoyens, alors c'est le melting point, c'est le désordre le plus absolu et puis on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà donc la réalité de ce qui se passe quand les gens viennent faire des vaccins ou des tests en Afrique. On n'est pas du tout dans les mêmes conditions que celles qui se déroulent en Europe. Et il faut que les gens le sachent. Quand ils viennent faire des tests dans des endroits comme l'Afrique, parce que ce n'est pas qu'en Afrique, on a vu qu'en Pologne, c'est aussi le cas, on n'a pas beaucoup de temps, mais je t'aurais développé ce qui se passe en Inde et tu te rendrais compte que c'est tout aussi scandaleux que ce qui se passe en Afrique. Quand ils tombent dans des endroits là où les gens sont pauvres, là où il n'y a pas un respect des règles qui est strict, eh bien, c'est juste la foire, quoi. Ils font ce qu'ils veulent sans aucune considération pour la vie humaine. Je rappelle d'ailleurs que pour beaucoup d'entre ces personnes-là, la planète aujourd'hui est surpeuplée et il faut que l'on diminue la population. Ce sont des positions que tient par exemple le milliardaire Bill Gates. Il faut diminuer la population et il y a plusieurs moyens de le faire. Donc clairement, moi au travers de cette vidéo, le but c'est de dire nous avons tout intérêt, je reviens encore là-dessus, à apprendre et à copier de la Corée du Sud. Ces gars-là ont pu maîtriser la pandémie dans leur pays, ils ont pu l'étouffer dans leur pays parce qu'ils géraient eux-mêmes toute la chaîne de traitement. Ils ont eux-mêmes leurs propres scientifiques, ils ont leur laboratoire, ils font leurs médicaments et ils n'attendent rien de personne. Tant que l'Afrique n'arrive pas à ce niveau d'autonomie, tant que les chefs d'État africains attendent un coup de fil de Paris pour pouvoir se réunir autour d'une table et décider de ce qu'ils vont faire pour la crise, on n'est clairement pas sorti de l'auberge. Cette situation-là a mené à un gros scandale. On a vu des pays comme la RDC postuler et ensuite reculer. Mais d'autres pays n'ont pas du tout reculé. À la limite, ils démontrent peut-être de manière en mondo-vision qu'ils n'ont pas grand-chose à faire de ce que leur population peut penser d'eux. Et donc, parce qu'en fait, au minimum, ils devraient prendre la parole et expliquer leur position, ce qu'ils sont en train de faire et pourquoi est-ce qu'ils sont en train d'y aller. Surtout qu'ils voient qu'il y a aujourd'hui une grande crainte, une grande préoccupation et beaucoup de communication autour de ces vaccinations-là. Mais les faits sont là et ils ne mentent pas. On a déjà une historique assez négative dans nos pays par rapport à tous ces vaccins-là. Tu comprends donc, si tu as bien suivi ma logique, qu'il n'y a pas derrière cette histoire uniquement qu'un simple intérêt raciste. Il y a d'abord, avant tout, un intérêt économique. Alors, est-ce qu'il y a du racisme? Bien sûr que oui, c'est évident. Mais quand ces puissants-là orientent leurs actions, l'argent passe au-dessus de la couleur de peau. Clairement, l'argent passe au-dessus de la couleur de peau. Voilà pourquoi ils n'hésitent pas à aller au Mexique, ils n'hésitent pas à aller en Inde, ils n'hésitent pas à aller en Afrique, là où ils peuvent trouver des gouvernements favorables, là où ils peuvent venir et faire ce qu'ils veulent faire. Je rappelle que l'étude en question pour le sida avait été proposée à 6 pays à la base. 3 pays africains, 3 pays asiatiques. Même un pays asiatique a dit non. Au final, vous savez quoi? Allez tester vos histoires ailleurs. Pourquoi? Parce que les prostituées de ce pays se sont soulevées. Elles ont dit non, on ne veut pas faire ce test. On ne veut pas du tout de ce vaccin. Voilà pourquoi en réalité, nous avons donc un rôle qui consiste à réellement nous instruire, nous former, comprendre les enjeux et prendre notre position. Est-ce que ces vaccins-là sont utiles pour nous? Il faudrait véritablement que des scientifiques s'asseyent, se posent et décident. Et s'ils vont être faits chez nous, comment est-ce que ça va être fait? Sous quel protocole? Qui surveille quoi? Qui fait quoi? Tant qu'on n'a pas ces réponses-là, eh bien malheureusement les amis, on s'expose clairement à tout ce que je viens de vous expliquer. Parce que tu viens de comprendre que ce qui est derrière cette histoire de vaccin, c'est qu'il y a des laboratoires qui sont en train de faire une course contre la montre. Une course contre la montre pour pouvoir remporter les marchés d'offres. Tu imagines combien un laboratoire va gagner? Le premier laboratoire qui va proposer un vaccin contre le coronavirus, tous les pays de la planète quasiment sont touchés.
Tu imagines combien le laboratoire va toucher le gars qui va trouver un vaccin là maintenant? Mais c'est de la folie. Mais les gars, ils sont en train de travailler matin, midi, soir à la course contre la montre pour trouver un vaccin. Pourquoi? Pas parce qu'ils veulent sauver les gens, hein. C'est parce que derrière, il y a beaucoup de fric. Donc clairement, les amis, investissons-nous dans la science. Cheikh Anta Diop l'a dit, je terminerai là-dessus. Clairement, armons-nous dans le domaine de la science. Investissons dedans. Ce n'est qu'ainsi que l'on pourra reprendre nos indépendances. Les petits bruits qu'on fait sur Internet, là, ça ne va pas servir à grand-chose. Mais comme je l'ai dit en début de vidéo, voici le message que je voulais te donner par rapport à ce sujet-là. Je pense que cette vidéo mériterait d'être entendue par tout le monde, par toutes les personnes, même qui sont à des postes de décision, pour qu'ils se souviennent, parce que parfois on oublie ce qui s'est réellement passé, et qu'ils prennent les bonnes décisions. Après ceci, je suis désolé, mais je ne peux pas faire plus, quoi. Je te donne les infos et c'est toi qui décides. On arrive au terme donc de la vidéo, et puis ma question pour toi, donc, elle est la suivante. Qui est responsable, qui est coupable de quoi? Quelle est ta position donc par rapport aux vaccinations en Afrique dans le contexte actuel? Dans les commentaires, j'attends tes réponses et bien évidemment, on va en parler.